видите, здесь тоже, ну, где-то так, 10, правильно. Метр 10. À 82 ans, Roujdi est loin de profiter d'une quelconque retraite. Aujourd'hui, il prend des mesures pour son futur toit. L'ancien électricien consacre tout son temps à la construction de sa future maison. Vous voyez ici, il y aura une cloison. Il y aura quelque chose comme une salle de bain. J'aurai aussi des toilettes et une baignoire. On pourra même se laver les mains. Des toilettes, une baignoire, un luxe pour Roujdi. En attendant, il vit sans aucun confort. Cela fait maintenant 6 ans qu'il a commencé ce chantier. Si j'avais un toit dans cette maison vaudrait de l'or pour moi. Ce toit, c'est devenu son cheval de bataille. Il lui manque encore 1 000 € pour le faire poser. Trop cher pour Roujdi, qui vit avec moins de 150 € par mois. Il ne pensait pas se retrouver dans une telle misère en rentrant dans le pays de son enfance. C'était en 1987. On n'a toujours eu qu'un seul but, celui de rentrer sur la terre de nos ancêtres. On savait que ce serait sans doute très difficile, mais on devait le faire à tout prix. Ça allait être très dur, mais on devait rentrer à la maison. Nous ne sommes pas arrivés, nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, certains ont dit « ils débarquent ». Mais nous n'avons pas débarqué. Nous sommes rentrés. Rentrer. L'obsession de tout un peuple. L'histoire des Tatars reste à jamais marquée par une tragédie, leur déportation par l'armée soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les voilà réduits au silence pendant près de 40 ans. La Crimée d'aujourd'hui est bien différente de celle qu'ils ont quittée. Autrefois partie intégrante de l'URSS, la péninsule appartient désormais à l'Ukraine. Mais elle garde un statut à part avec son propre gouvernement. À Simferopol, la capitale, l'influence de Moscou se fait sentir à chaque coin de rue. La statue de Lénine trône toujours sur la place principale et la population est majoritairement russe. Rentrés depuis 20 ans, les Tatars luttent pour se sentir à nouveau chez eux. À Kurbankoy, Aliye est la plus proche voisine de Roujdi. Bonjour Roujdi. Elle lui rend visite tous les jours. Comment ça va ce matin? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as cette machine qui permet de calculer et de diviser? Une calculette? Oui, j'en ai une. Ah, très bien. J'en ai besoin parce que je dois mesurer et diviser ensuite. J'ai des calculs à faire. Ok, je vais t'en donner une. Roujdi et Aliye ont été parmi les premiers à s'installer illégalement sur ce terrain en 2006. Le propriétaire est un horticulteur russe. Dans le squat, ce qui ne devait être que provisoire l'est de moins en moins. Certains ont presque terminé leur maison, mais beaucoup d'autres doivent encore se contenter du cabanon des débuts. 47 familles vivent ici. Jusqu'au mois de mai cette année, on a vécu sans électricité. On utilisait un générateur. Avec des voisins, on a collecté l'argent pour l'huile et pour le carburant. Mais pendant 2 ans, on était sans électricité du tout. On devait utiliser une lampe à pétrole. Les enfants, ils faisaient leurs devoirs avec cette lumière. Et ma fille aussi, elle est étudiante à l'université. Elle faisait ses devoirs comme ça. Chez Aliye, l'éclairage est désormais assuré tous les soirs par des panneaux solaires. Mais les conditions de vie restent très précaires pour les 6 membres de la famille.
Ici, c'est une sorte de salon ou une salle à manger. Par là, c'est ma chambre. Ma petite fille est malade. Elle est souvent malade. Donc mon fils et ma belle-fille ont dû partir parce que pour elle, le climat ici est vraiment trop froid. Ici, c'est la chambre. Aliye n'a pas toujours vécu ainsi. Elle est née en Ouzbékistan. Pour venir en Crimée, elle a quitté une maison et un travail. Ce soir, elle reçoit ses voisines. Comme elle a été confrontée au loyer trop élevé et ses économies n'ont pas suffi. Alors, elle s'est résignée à s'installer illégalement à Kurbankoy. Nous sommes arrivés dans ce squat en 2006. On a fait une manifestation pour pouvoir rester. Après, la manifestation, on a commencé à construire des logements temporaires. On a attendu que le propriétaire du champ ramasse la récolte et on s'est mis à construire des logements temporaires. Avant, c'était des champs d'orge ici. On était tout le temps menacés d'être expulsés. Moi, j'ai été condamnée à payer une amende de 100 000 grivnia. Ils ont amené des policiers ici. Et aussi des Cosaques avec des chiens. On a eu toutes sortes de menaces. Les gens de chez nous avaient même peur d'aller en ville. Ces dernières années, les ennuis se sont faits plus rares. Pour autant, le sentiment d'insécurité domine dans le squat. Leur situation est loin d'être légalisée. À l'origine des difficultés des Tatars de Crimée, il y a une date, le 18 mai 1944. En une nuit, environ 200 000 femmes, enfants et vieillards sont déportés en train à plus de 4000 km de chez eux. L'ordre venait de Staline. Quelques chefs tatars auraient collaboré avec les nazis. Pour le dirigeant de l'URSS, c'est un prétexte en or, lui qui cherche depuis longtemps à se débarrasser de ce peuple d'origine turco-mongole. Son plan, achever la russification de la Crimée. Les Tatars se retrouvent ainsi dispersés entre différentes républiques soviétiques, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan ou encore la Sibérie. Près de la moitié des Tatars n'y survivront pas. Roujdi est un survivant de la déportation. Il avait 13 ans lorsque les troupes soviétiques ont raflé son village. C'était le 18 mai, c'était la nuit. Je ne peux pas vous dire à quelle heure exactement, mais c'était la nuit. Tout le monde dormait. Les soldats ont frappé à la porte en criant « Maman, réveillez-vous, prenez vos enfants. Vous avez 15 minutes pour prendre vos affaires. C'est l'ordre de Staline. » Quand nous étions dans les camions, nous nous sommes arrêtés près du cimetière. Je ne sais pas s'ils ont reçu l'ordre de nous tuer ou de nous enterrer dans le cimetière, je ne sais pas. Ce dont je me souviens, c'est qu'on s'est d'abord arrêté au cimetière. Pendant ce temps-là, nous étions tous serrés dans le camion. Les personnes âgées étaient si choquées, des larmes roulaient sur leurs joues. Quand elles ont réalisé qu'on allait être déportés, elles ont commencé à chanter cette chanson, « Ural Daru ». C'est une chanson tatar, une chanson tragique. La première fois que j'ai entendu cette chanson, j'étais dans le camion qui nous emmenait. Elle est toujours dans ma tête. Daş toprağı yüreğim yağı.
Bakhchisarai, l'ancienne capitale de la Crimée au temps de l'Empire tatar. Au centre de la ville, le palais des Khan, à l'architecture typiquement tatare. Dernier témoin de la splendeur passée de ce peuple musulman. Plus de 300 ans de règne avant l'arrivée des Russes. C'est dans cette ville, prisée des touristes, que vit le leader des Tatars, Mustafa Djemilev. Il nous emmène au cimetière des Khan de Crimée. Ici, c'était un dépotoir. L'endroit était complètement abandonné. Après le retour des Tatars de Crimée, on a tout refait ici. Les Russes ont détruit mosquées, cimetières, bibliothèques, effaçant ainsi toute trace d'un passé tatar dans la région. Aujourd'hui, la majorité des habitants de Crimée ignorent tout de cette histoire. Ils connaissent de l'histoire ce qui a été réinterprété par le régime soviétique. L'idée dans l'histoire soviétique, c'était que les Tatars de Crimée étaient les barbares et que tout est rentré dans l'ordre quand les Russes sont arrivés. Mustafa Djemilev est une icône pour les Tatars de Crimée. L'homme a passé 18 ans dans les goulags de Moscou et de Sibérie, un demi-siècle qu'il lutte pour le retour des siens. Au dernier étage de sa maison, il a son propre musée. Une pièce remplie des cadeaux offerts par des chefs d'État et des personnalités du monde entier. Mustafa Djemilev est le seul député tatar élu au Parlement ukrainien. Les intérêts des Tatars y trouvent souvent peu d'écho. Sous-représentés dans les institutions, ils se heurtent à l'opposition des partis politiques russes majoritaires en Crimée. Pour la majorité écrasante des Russes qui vivent en Crimée, leurs aspirations politiques sont complètement différentes des nôtres. Leur vision de la Crimée est tout autre. Non seulement ils sont éduqués dans l'esprit de cette propagande anti-tatar, mais à présent ils voient en nous des opposants politiques. Parce que nous sommes contre le détachement de la Crimée de l'Ukraine et contre le rattachement à la Russie. Nous sommes pour le renouveau de notre culture nationale et la reconstruction de notre identité. Ils voient la Crimée comme un territoire purement russe et c'est pour ça qu'ils montrent du mépris envers nous. Éducation, travail, accès au logement. Dans tous les domaines, les Tatars souffrent de discrimination. Alié en a fait la douloureuse expérience. En Ouzbékistan, elle était responsable des ventes dans un magasin. À son arrivée en Crimée, impossible de trouver un travail selon ses qualifications. C'est très difficile pour les Tatars de Crimée de trouver un bon travail, parce que la première chose que l'on nous demande, lorsqu'on nous répond à une annonce, c'est notre nationalité. On nous demande « Quelle est votre nationalité ?» S'ils se rendent compte que tu es tatar, ils répondent « Excusez-nous, désolé, nous ne cherchons plus personne. » Ils me disent qu'ils ont déjà embauché quelqu'un. Alié n'a que le revenu minimum pour vivre, environ 100 € par mois. Alors, elle plante des roses, cultive son potager pour en revendre la récolte au marché. Comme elle, 60% des Tatars sont au chômage. Les tensions entre Tatars et Russes éclatent au grand jour lorsqu'il s'agit de religion. Haïder Boulatov a longtemps travaillé sur les relations interethniques pour le gouvernement de Crimée. Aujourd'hui, il nous emmène au cimetière de Mirno, au nord de Simferopol. À gauche, le cimetière chrétien, toujours intact. À droite, le cimetière musulman. Pour la 3e fois cette année, des tombes ont été vandalisées. Regardez, quelqu'un a poussé ça. Vous voyez, c'était une plaque de granit. Il a donc fallu un choc très fort pour pousser cette plaque. Ça a été fait avec les mains et les pieds. Ça, c'est du béton. Ils ont secoué très fortement pour le rompre.
Bonjour. À chaque nouvelle profanation, c'est toute la communauté tatare qui est touchée. Heureusement pour nous, les tombes des nôtres sont en bon état. Mais quand je regarde là-bas, ça me donne mal au cœur. Pourquoi font-ils ça? Allah les punira, même si on ne les retrouve pas. Allah les punira. Ils doivent payer. On doit régler nos comptes avec ces gens-là. Je n'ai rien à ajouter. La télévision tatare se fait régulièrement l'écho de ces provocations. Récemment, le portrait de cet aviateur tatar et héros de la Seconde Guerre mondiale a été tagué d'une croix gammée, une référence à l'accusation de collaboration. À Bakhchisarai, en 2006, la provocation tourne à l'affrontement. Tatars et Russes se disputent l'ancien cimetière. Des groupes nationalistes russes profitent de la situation et déclenchent une émeute. Parmi les plus agressifs, les Cosaques. Leur chef, Viktor Urchenko, est présent. Après 5 jours de tension, on dénombre des dizaines de blessés. C'est à ce jour le conflit le plus violent entre les deux communautés. Les auteurs sont rarement arrêtés par la police. Mais pour les Tatars, aucun doute, les Cosaques sont les principaux responsables. C'est une organisation sociale militaire qui s'est autodéclarée, entre guillemets, les défenseurs des chrétiens orthodoxes. Et ce, en dépit du fait que personne ne leur a demandé de le faire. Quand l'Église s'est arrêtée d'ériger ses croix en Crimée, ce sont les Cosaques qui ont repris cette pratique. Ils sont éduqués dans la haine des musulmans. Nous sommes allés à la rencontre des Cosaques. Sébastopol, bastion des Russes en Crimée. L'accès à la mer Noire en fait un point stratégique pour Moscou. Aujourd'hui, les Russes commémorent le 92e anniversaire du départ des Cosaques de Crimée. L'occasion pour les habitants de mettre en avant leur présence historique sur la péninsule. Dans le cortège, ils sont nombreux à se réclamer des Cosaques, ces groupes paramilitaires nationalistes de religion orthodoxe. Il serait 20 000 en Crimée. Viktor Urchenko, encore lui, harangue ses troupes. Cosaques de Sébastopol, Cosaques de Tauride. Nous, les Cosaques, nous n'avons pas de limite. Nous nous sentons partout chez nous. Gloire aux Cosaques! Gloire aux Cosaques! Leur credo, légitimer la présence des Russes en Crimée et leur domination sur les autres nationalités. Devant notre caméra, le discours n'est pas ouvertement hostile aux Tatars. Moi, personnellement, je pense comme député, comme chef des Cosaques et comme citoyen d'Ukraine et de Crimée, je me pose la question. Si quelques-uns accaparent des terrains pour construire des maisons, etc., pourquoi on les laisse faire eux et pas nous ? Dès que nous abordons la question tatare, Viktor Urchenko préfère ne pas répondre et fait venir son chargé de communication. Je peux dire la chose suivante. Selon les statistiques officielles, maintenant les Tatars et leurs familles ont 120% des terres. Par ailleurs, la terre qu'on a donnée aux Tatars et qui est située loin de la mer, ça ne les intéresse pas. Il y a une tendance récente chez certains d'entre eux. Ils accaparent des terres qu'ils revendent ensuite à d'autres. Accusations de corruption, d'extrémisme religieux, voire de terrorisme, tous les arguments sont bons pour faire du peuple tatar un ennemi. Village de Sovietsky au nord-est de la Crimée. C'est là que se trouve l'une des plus anciennes écoles tatares. Selon la loi, les Tatars peuvent recevoir un enseignement dans leur langue maternelle,
Mais ce droit est loin d'être respecté. Alors les Tatars ont pris les choses en main, ils ont créé leurs propres écoles. Il en existe 15 dans la péninsule. Roustem Kourbanov est fier de nous présenter son établissement. Nous sommes à l'école numéro 3. C'est une école nationale tatar. Eux, ce sont nos meilleurs élèves. 240 enfants sont scolarisés ici, de la maternelle au collège. Sur les murs s'affichent les héros des légendes tatars. À l'école numéro 3, tout est fait pour que les élèves baignent dans la culture traditionnelle. Certains étudiants qui sont allés dans les écoles russes n'ont aucune idée de la façon dont les fêtes nationales tatars sont célébrées. Parce que la plupart des écoles suivent les fêtes ukrainiennes et russes. Et c'est tout. Pendant l'exil, parler tatar était interdit. Aujourd'hui, la plupart des enfants ne connaissent pas la langue de leurs ancêtres. Dans ce cours de littérature tatare, les enfants redécouvrent ces mots oubliés. L'UNESCO a classé le tatar dans la liste des langues menacées de disparition. C'est à nous, les professeurs, que revient ce devoir de transmettre la langue. Nous devons faire en sorte qu'ils la connaissent et la préservent. Ce qui est triste, c'est que notre langue est en train de disparaître. Parce que, comme vous le voyez, les élèves ne la parlent pas chez eux. Notre devoir de professeur, c'est de leur apprendre cette langue, et c'est très difficile. Ils sont comme des étrangers. Ce qui me désole, c'est qu'on est obligé d'enseigner notre propre langue maternelle comme une langue étrangère. Beaucoup de ces élèves ont débuté leur scolarité dans des écoles russes et ils en gardent un mauvais souvenir. Ici, je me sens beaucoup mieux parce que personne ne me tape, personne ne me pousse. Tout le monde est très gentil. Et tous les élèves ici sont tatars. Je me sens bien ici. Ici, c'est plus calme et personne ne m'embête. Alors que dans l'autre école, il y a des élèves de grande classe qui m'embêtaient parfois. Là-bas, en fait, on n'aimait pas les Tatars. Grâce aux écoles comme celle-ci, les enfants tatars renouent avec leur identité. Mais ces initiatives sont plutôt rares, car les financements du gouvernement ne suivent pas. En Crimée, seul un enfant tatar sur 10 reçoit une éducation dans sa langue maternelle. Malgré les désillusions, aucun des Tatars rencontrés au cours de ce reportage ne regrette d'être rentré en Crimée. En faisant ce choix, Alié, Roujdi et les autres ont réalisé le rêve de leurs parents. Grâce à son potager et à ses bêtes, Alié espère économiser assez d'argent pour construire un jour une véritable maison. Roujdi, lui, peine à terminer la sienne. Pour sa toiture, il compte sur une aide financière de la part d'associations. Les habitants de Kourbankoy veulent croire à une prochaine légalisation du squat, un premier pas vers des conditions de vie enfin dignes. Mais tous ces obstacles ont freiné la vague des retours. Le peuple tatar reste morcelé. Il serait encore près de 100 000 à vivre dans leur pays d'exil.